Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les sorties du mois de mai et on va partir rapidement parce que j'en ai repéré 32. Allez c'est parti avec les sorties poche. Va sortir aux éditions Pocket le 2 mai, La Manège de la vie de Delphine Giraud aux éditions Pocket. Donc là on est dans le monde du spectacle avec des chevaux, au Puy du Fou, c'est de la littérature française avec des secrets de famille, parentalité, voilà, quand c'est les poches je vous fais vite fait des mots-clés. Ça a l'air intéressant, moi j'avoue que ce qui m'attire c'est le côté chevaux. Voilà, je suis pas allée chercher bien loin. L'amour des chevaux, ça m'a suffi, je l'ai noté. En poche en plus, j'ai vu pas mal de retours positifs, donc pourquoi pas se le procurer. Va sortir le 17 mai aux éditions Poche Charleston, Le sourire au livre de Cynthia Kafka. Donc là, je l'ai noté parce que j'ai vu, je vais pas vous mentir, beaucoup de retours très positifs. On est sur de la découverte, de la perte, de l'adolescence, du soutien et de la cohabitation. Voilà. Mais j'ai vu tellement de retours positifs que c'est vrai que je me le note et il me tente beaucoup. Le 17 mai encore va sortir en poche La sage-femme des Appalaches aux éditions Charleston Poche de Patricia Harman. Je crois avoir vu ce livre-là il n'y a pas si longtemps que ça en grand format, il me semble, hein, mais il me semble que c'est cette année que j'avais repéré la sortie. Mais bon, peut-être que c'est pas très sûr, hein, mais il me semble. On est aux États-Unis, une grande dépression des sages-femmes. C'est le côté sage-femme, j'avoue, qui m'attire et qui m'intrigue beaucoup. Et un dernier poche pour la route, et toujours le 17 mai, va sortir Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine aux éditions Point Poche. Alors, j'avoue que celui-là, je n'avais pas plus été attirée que ça, mais je suis tombée sur le retour de Piketty Bookin sur ce livre-là. Et depuis, voilà, j'ai qu'une envie, c'est de le lire. Forcément, je veux tellement lire de livres que c'est pas encore fait, mais il me tente énormément depuis. Donc c'est un thriller psychologique, disparition d'enfants, drame familial, manipulation, trahison amoureuse et meurtre. Il y a le côté disparition d'enfants qui est toujours très intéressant, et thriller psychologique, c'est les thrillers que je préfère. Allez, on part avec les one-shots en grand format. Le 1er mai va sortir Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi aux éditions Flammarion. Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante, il est rêveur et intranquille. Elle est conseillère funéraire, il est romancier. Elle vient de perdre son père, il cache la plus grande blessure. Elle est en retard, il est en avance. Ils ont pourtant rendez-vous. Entre deux éclats de rire, Virginie Grimaldi capte cet instant fragile où l'empreinte des souvenirs se mêle aux promesses d'une rencontre. Voilà, mais Virginie Grimaldi, je me les note tous maintenant depuis que j'ai découvert cette auteure. Ça me laisse intriguant, deux personnes complètement opposées qui s'attirent. Je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Le 1er mai toujours va sortir Comme à la maison de Diane Dupré-Latour aux éditions Actes Sud. Alors il y a très peu de pages, 144 pages. Donc ça peut faire un petit peu peur. Ce livre est le récit d'un accident de la vie, pas juste un accident de voiture, mais de tous ces incroyables accidents qui constituent la vie elle-même, du début à la fin. Ébranlée par la mort de l'homme avec lequel elle partage sa vie, Diane Dupré-Latour décide de changer de règles du jeu qui régissent son existence. Elle confond en 2016 les petites cantines, les restaurants participatifs où vient cuisiner qui veut et vient manger qui veut pour un prix libre. Le but n'est pas de faire de l'argent, mais de relier les gens les uns aux autres. Dans ce récit qui tisse ensemble l'intime et l'universel, elle raconte son chemin personnel de retour à la vie et la naissance d'un projet qui redonne à d'autres l'appétit de vivre. Ça a l'air intéressant ce principe d'essayer de relier les gens avec la nourriture, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Le 2 mai va sortir une BD Les chevaux de foudre de Aurélie Wallenstein et Béatrice Penko-Secchi. Je sais pas si on dit exactement comme ça, je suis désolée, aux éditions Draco. J'ai noté parce que chevaux. Voilà, il m'en faut pas plus, moi je vois cheval, je note pour moi et puis peut-être pour ma fille, mais c'est peut-être un peu sombre, je sais pas, l'image a l'air un petit peu sombre quand même. Capturée à Rome, Thalie est précipitée dans le monde des courses de déluge. Cette dangereuse compétition contraint les esclaves à chevaucher des fulgures, chevaux de foudre imprévisibles qui peuvent tuer leurs cavaliers d'un éclair. Et sur la piste électrifiée, la moindre chute est mortelle. Prisonnière de l'écurie rouge, Thalie serre les dents et obéit aux ordres. Mais les fulgures sont aussi maltraités que les esclaves, et dans la tête de la jeune fille, la révolte gronde. Aidée par Ira, un étalon indomptable, et Marcus Cavalier prodige, Thalia va se battre pour tenter de renverser le système brutal. Un beau et fougueux récit au cœur de la relation entre humains et animaux. Donc ce côté humain-animaux m'intéresse beaucoup. Je sais qu'Aurélie Wallenstein, voilà, je peux en attendre
pas mal de sombre, donc c'est pour ça que je disais, pour ma fille peut-être pas, mais pour moi, ouais. Le 2 mai va sortir La déesse qui rêvait du ciel de Crystal Anna Kim aux éditions Hauteville. Le résumé est un petit peu long, donc je vais juste vous lire petite phrase d'accroche. Le portrait éblouissant de la naissance de la Corée moderne par le prisme d'une histoire d'amour intemporel et du désir d'indépendance d'une femme dans un monde en pleine révolution. Moi, je l'ai noté, je vais voir les retours, hein, et puis on verra. Le 2 mai encore va sortir La sagesse des éléphants de Françoise Malby Anthony aux éditions Albin Michel. Et si les éléphants avaient tout à nous apprendre? Une leçon de vie. Lorsqu'en 1999, Françoise Malby Anthony et son mari Lawrence créent la réserve de Tula Tula en Afrique du Sud, la jeune femme ignore encore que cela va changer sa vie à jamais. Le couple inaugure les lieux en accueillant 7 éléphants, les premiers de ce qui formera une grande famille d'animaux sauvages. Profondément touchée par l'intelligence et la sensibilité des éléphants, Françoise établit très vite avec eux un langage et un lien unique. Désormais, veiller à leur sécurité et à leur bonheur devient l'œuvre de sa vie. On va parler de Covid, on va parler de braconnerie. Forcément, moi, ça m'attire beaucoup parce que ma mère avait une passion pour les éléphants. Elle adorait ces animaux. Et moi, je les trouve aussi, pareil, très, très, très beaux. J'ai beaucoup de mal quand je vois un éléphant, par contre, dans un zoo parce que je crois que c'est un des pires animaux à mettre dans un zoo parce que c'est vraiment il dégage tellement la tristesse. Enfin, moi, j'avais vu des éléphants. Où c'est que je crois que le pire, c'était à Lyon. Au parc de la Tête d'Or, je crois que ça s'appelle comme ça à Lyon, il y avait 2 éléphants et il y en a un qui, voilà, il m'a brisé le cœur parce qu'il faisait toujours le même mouvement et il avait ce regard dans le vide, ce regard, vraiment tout très touchant. Et à chaque fois que je vais dans un zoo, pareil, c'est vraiment l'animal qui ressort le plus d'émotions, on voit le plus ses émotions, on voit qu'il souffre de cette situation. Et voilà, donc je vais voir les zoos parce que mes enfants adorent les animaux. Il y a des zoos qui sont plus ou moins bien. On va pas se mentir. Voilà, il y a certains animaux où on voit moins ce mal-être, cette douleur d'être enfermé comme ça. C'est vrai que l'éléphant a vraiment quelque chose, voilà, il a quelque chose en lui qui est lourd. Donc ce récit me tente beaucoup, voir cette histoire accompagner des éléphants et cette histoire de comment cette femme s'est adaptée avec eux et à communique avec eux et tout ça, voir comment c'est tourné. Là. Et on repart encore le 2 mai avec Tuer le temps de Paul Joubert aux éditions L'Archipel. Et si en finir avec la vie n'était pas mourir mais changer d'époque. C'est ce que découvre Edith quand elle décide de mettre fin à ses jours, mais qu'elle se réveille dans un lit d'hôpital en 1905, plus de 150 ans avant sa naissance. À peine remise de son passage à l'acte, elle est embauchée par un grand industriel pour ses connaissances scientifiques, plus d'un siècle d'avance ça aide. Alors qu'elle est choyée comme un être précieux, le discours autour d'elle sont de plus en plus ambigus. Tandis que certains l'acclament comme une visionnaire, d'autres semblent connaître son secret. Et si elle était loin d'être la seule dans son cas? Ça m'intrigue, ça donne envie. Encore une fois, de toute façon, tous les livres que j'ai notés, c'est les livres qui me donnent envie, hein, parce que sinon, il y en aurait beaucoup plus que ça. Allez, on en finit avec le 2 et on part avec le 7 mai, avec le dernier quart avant l'aurore de Aurélie Laurette aux éditions Hurlevent. Alors cette maison d'édition, voilà, je l'ai repérée depuis un moment, j'ai envie de m'en procurer, mais je me suis toujours pas procuré de livre. J'avoue que c'est pas celui-là que je me procurerai en premier, hein, mais celui-là a l'air tentant quand même aussi. Il fait que 120 pages. Donc c'est assez court comme texte. Angleterre, 1865. Oscar Tellan, jeune aristocrate sensible, solitaire et mélomane, a seulement 17 ans lorsqu'il perd sa mère. Pour respecter sa dernière volonté, il fait la rencontre de son père, Dimitri Nabokov, capitaine du navire de Triomphant. Alors qu'ils sont le parfait inconnu l'un pour l'autre, Oscar le rejoint pour un périple en direction de l'Inde. Tous deux vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser, mais c'est sans compter sur les préjugés et les mystères qui mettront les relations à rude épreuve. Du confort délicat de sa demeure familiale à la rudesse du bateau en plein océan, Oscar saura-t-il trouver sa place dans un monde où tout reste à découvrir et commençant par lui-même. On passe de l'aristocratie à un bateau, c'est sûr que ça doit faire un sacré changement. Le 7 mai va sortir Autre part de Alexis Cheskin, désolé pour la prononciation. Hein, regardez, voilà. Aux éditions Les Escales. Un roman provoquant, évocateur et hypnotique dans la lignée de Margaret Atwood. Cachés haut dans les montagnes, les habitants du village, coupés du monde, vivent dans le respect des traditions anciennes et étranges. Chacun remplit son rôle, personne ne remet en question l'ordre établi. Seul un événement mystérieux va parfois troubler le quotidien. Certaines mères de famille disparaissent du jour au lendemain, sans laisser de traces, ni rien emporter. Vera a ainsi grandi sans sa mère. À l'aube de sa vie d'adulte, elle s'apprête à embraser son destin de femme et fonder une famille. Mais tout bascule avec l'arrivée d'une étrangère. Qui est-elle? D'où vient-elle? Que cherche-t-elle?
une réflexion profonde et poétique sur la maternité et l'appartenance à une communauté. Voilà, ça a l'air intéressant, ça fait un peu penser aux sectes ou alors vraiment les petits... Ah ben voilà, j'allais sortir le mot et je l'ai perdu. Aux Mormons, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre, je voudrais pas dire de bêtises. Enfin bon, ça fait un peu penser à ça. Moi j'aime bien ces trucs un peu fermés et voir ce que ça donne, s'ils sont vraiment tous heureux ensemble ou s'il y a des couacs. Voilà. Le 15 mai va sortir Les Derniers Refuges de Isabelle et Marc Catin aux éditions Rajo. Une tempête oblige Shanna et son frère à accoster la petite île de Pointe-en-Bec. Dans l'unique auberge, ils découvrent les habitants sidérés par l'annonce d'un désastre planétaire. Une mousse bleue envahit les villes, étouffant tous les humains sur son passage, sans qu'on en connaisse la cause. Sur le continent, Noah, l'ex-petit ami de Shanna, tente d'échapper au fléau parmi les survivants, prêt à tous les ados emprisonnés qui espèrent profiter de la situation. Shanna, elle, s'inquiète de plus en plus. Reverra-t-elle sa famille un jour? J'avoue que c'est pas celui qui me fait le plus envie dans toute la liste, mais bon, je l'ai noté parce que il me tente quand même, hein. Il me tente quand même. Le 15 mai, Intuition Nexus de Mélodie Gornette aux éditions Thierry Marnier. Dans un futur proche, 4 jeunes gamers développent un programme informatique révolutionnaire nommé Intuition Nexus. Leur objectif? Utiliser les nouvelles technologies pour permettre aux utilisateurs d'apprivoiser leurs peurs les plus profondes et s'y confrontant à travers un jeu vidéo nourri par leur propre inconscient. Pour eux, dans un monde où le repli sur soi est devenu la norme, la collaboration est la clé qui permettra à chacun de s'en sortir. Mais seront-ils à la hauteur de l'outil qu'ils ont créé et qui attise déjà toutes les convoitises? Réalité virtuelle, anticipation et suspense se mêlent dans ce roman qui ne ressemble à aucun autre. Voilà. Ça intrigue parce que c'est le genre de truc qu'on peut tourner... voilà. On essaye d'être du bon côté, mais ça peut être vite tourné dans le négatif. Ça peut aller vite les choses. Hein. On se connaît, nous les humains. Le 15 mai va sortir L'âme du vent de Amandine Grosso aux éditions Emeris. J'ai participé à la campagne nulle, donc je vais recevoir ce livre. Voilà, je vous le dis tout de suite. Tu ne peux pas partir. Tu m'as créé et bientôt nous serons légion. Tu ne peux pas t'enfuir, nous te suivrons. En tant que Siroc oracle de la cité Irémère, Baya déchiffre l'avenir dans les volutes du vent. Son don si particulier la destine au service des puissants. Mais dans le bas-fond de la ville, là où pauvreté et désespoir se disputent les miséreux, une sombre maladie s'est réveillée. Contrainte à l'exil pour sauver ceux qu'elle aime, Baya devra déjouer les pièges du désert et prendre le mal de vitesse. Car les affamés approchent et leur faim est contagieuse. Plongez avec Baya dans le sable de l'oubli pour une aventure qui changera à jamais sa destinée. Voilà. Pour l'été, ça peut être parfait. On est dans le désert. Fabuleux. On va avoir chaud. Même pour maintenant, pour se réchauffer, ça peut être bien. Parce que je ne vais pas vous mentir, on se les caille. Allez, on est parti pour le 17 mai. La fabuleuse laverie du village Marigold aux éditions Nami de Jun Yoon. Vous m'en voudrez pas? J'espère. Alors celui-là, je ne vais pas vous mentir, j'ai lu que la première phrase et je l'ai gardé. Laverie des âmes. Nous venons à bout de toutes les tâches, lavage à sec et de luxe. Moi j'ai vu laverie des âmes, ça m'a suffi. Voilà, ça m'a suffi. Sur une colline de la ville côtière de Marigold, une mystérieuse laverie est apparue comme par magie dans l'obscurité de la nuit. John, l'énigmatique propriétaire, a imaginé un endroit où l'on peut entrer sans crainte. Un lieu où l'on soigne les âmes comme on prend soin des vêtements. Car John ne s'occupe pas uniquement des tissus, elle propose à ses clients de nettoyer leur cœur et n'effaçant leurs souvenirs les plus douloureux. Et si certaines âmes n'ont besoin que de quelques coups de fer à repasser pour se défroisser, d'autres doivent être raccommodées de part en part. Devant une tasse de tisane bien chaude, les visiteurs confient à Jen leurs secrets. Mais suffit-il de faire disparaître les taches laissées par le chagrin pour trouver le bonheur? Une exploration émouvante des liens intimes entre la joie, la tristesse et le bonheur, portés par les personnages en quête d'eux-mêmes. Voilà, ça a l'air vraiment très très beau, très intéressant. Et oui, justement, est-ce qu'en effaçant les taches, ça peut nous permettre d'être heureux? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Le 21 mai va sortir Le Chant des voiles de Tiff aux éditions Plume Blanche. Donc moi je l'ai déjà parce que j'avais participé à la campagne Ulule et du coup j'ai le magnifique artback. Voilà, nananer. Donc au lieu de dire des bêtises, l'océan Lucas en a toujours rêvé. Vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède.
Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine de Landovour l'intègre à son équipage en dépit des convenances, Lucas semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres l'intransigeant et mystérieux maître coq, Axel, Lucas cherche à trouver sa place malgré le séisme et la superstition légendaire des marins, alors que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Bien déterminée à percer le secret de leur expédition, la jeune Mousse découvre rapidement que sur Landéavour, rien n'est ce qu'il paraît être. 22 mai, Marshmallow et Jordan de Alina Shaw aux éditions Hachette. Donc là, c'est une petite BD qui a l'air vraiment très intéressante, qui est sur le handicap, le changement de vie. Donc pourquoi pas, hein, la littérature jeunesse qui peut ouvrir les yeux un petit peu aux enfants, ça serait pas mal, hein, le cœur surtout. Le quotidien de Jordan, étant que joueuse vedette de l'équipe de basketball de son école, a pris fin lorsqu'un accident la laisse paralysée et en fauteuil roulant. Si la jeune fille est toujours capitaine de l'équipe, la compétition et, avec elle, ses rêves de grandeur semblent bien loin. Jusqu'à ce qu'une rencontre avec un mystérieux éléphanteau, qu'elle surnomme Marshmallow, mène Jordan vers un nouveau chemin, celui de l'amitié, de l'entraide et l'acceptation de soi. L'acceptation de soi et de l'entraide. C'est tout ce qu'on demande aux enfants et aux adultes, mais les adultes devraient le faire automatiquement. Mais que voulez-vous? Allez, on est parti avec le 29 mai, le dernier témoin d'Ouradour-sur-Glane de Arnaud Delalande, Laurent Bidot et Agathe Hébrard aux éditions HarperCollins BD. Alors c'est une BD, quand j'ai vu le prix, j'ai pris peur. Je me suis dit, ils se sont trompés dans le prix ou comment ça se passe? Mais apparemment non, c'est bien le prix, donc je m'étais pas rendu compte que les BD valaient aussi cher. Donc là, on est le 10 juin 1944. Robert Ebras a 18 ans lorsque la division blindée d'Asrench et la Waffen SS investissent les paisibles villages de Haute-Vienne, Oradour-sur-Glane. Les soldats descendent de leurs camions, réunissent la population sur la place centrale. Les hommes sont parqués dans la grange, les femmes et les enfants dans l'église. Pour le jeune Robert, c'est la grange Lodi, avec une soixantaine d'otages. Après une heure d'attente, la fusillade éclate. L'apprenti mécanicien survit. Il apprend la mort de sa mère et de ses deux sœurs, Georgette et Denise, brûlées dans l'église. Ce jour-là, les Allemands commettent alors le plus grand massacre civil de la Seconde Guerre mondiale. 643 morts, dont plus de 450 femmes et enfants. Voilà, donc je sais que c'est un village qui est très lourd. Je l'ai visité et voilà, c'est très très lourd. Voilà, c'est très très fort. Et j'adore, enfin j'adore. Pas j'adore, mais je trouve ça intéressant, voilà, qu'on fasse encore des livres dessus, histoire qu'on reste informé. Et voilà, se transmettre de génération en génération en génération tout ce qui s'est passé, tout ce que l'humain a fait. Essayer d'éviter de le reproduire, ça serait pas mal, hein, ça serait pas mal. Mais ça, quand on voit tout ce qui se passe, je vois que l'humain a du mal à pas reproduire les erreurs. Hein. Alors on va passer aux suites de saga. Donc, pas de résumé, on va passer vite fait. Normalement en barre d'infos, il y a les liens. Si j'ai fait mon travail. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur les liens et vous aurez le résumé. Voilà. Mais là j'évite, et ça évite de spoiler et de me spoiler aussi moi. Parce que des fois en lisant le résumé, voilà, je pourrais vous lire les résumés du tome 1, mais je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Donc on va abréger un petit peu les souffrances. Allez, on passe aussi mais avec la sortie de Zoé Bentley, le tome 2, Au fond de la tombe de Mike Homer aux éditions Dark Dalley. J'avais eu la chance de pouvoir l'écouter en audio ou je l'avais eu en e-book. Je sais plus, NetGalley me l'avait fait parvenir ou en audio ou en e-book, je ne sais plus, je crois que c'était en audio quand même. J'avais beaucoup aimé, c'était très fort, voilà, très fort, très lourd. Donc voilà, je me note ce tome 2 pour essayer de continuer avec les personnages dans suspense, mystérieux et thriller. Le 15 mai va sortir Dark Shore, le tome 2 Dark Sky de Daniel L. Jensen aux éditions Big Bang. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire quelque part, je ne sais où, voilà, que je n'ai pas lu. Mais comme j'ai lu le pont d'étape 1 de cet auteur, que j'ai plutôt bien aimé, du coup, je note cette sortie, je l'ai précommandé parce que, justement, j'ai le tome 1 en hardback dans ma pile à lire. Voilà. Chouette. On fait des économies, hein. On est très économique ici. Donc là, c'est du young adulte et avec de la magie. Donc le 15 mai va sortir Skandar, le tome 3, Skandar et les épreuves du chaos de A.F. Stillman aux éditions Hachette. C'est le 3e tome et dernier tome de cette saga. Donc voilà, la saga est complète en 3 tomes, ce qui est très positif parce que souvent on fait des... Voilà, c'est à rallonge, donc 3 tomes, moi ça me convient très bien. J'adore ce chiffre. 3 tomes maxi en saga,
Très bien. Du coup, je l'ai noté. C'est vrai que je l'avais regardé et puis je trouvais ça intéressant. Voilà, je crois que c'est de licorne ou je vois qu'il y a des ailes. Donc, je sais pas. Ouais, licorne, aventure, amitié, fantaisie, magie et mise à l'épreuve. J'avoue que c'est la vie de Mon qui me fait que j'ai envie de me tourner vers cette saga parce que, voilà, elle en a fait des retours très très positifs. Et je crois le 15 mai va sortir Redstone, le tome 2, Dark Abyss de Charlotte Aubrin aux éditions Big Bang. Je me le note parce que j'avais repéré le tome 1. Donc je repère le tome 2, voilà, je me dis, allez, on note le tome 2. C'est de la romance. Et pourquoi ça m'a intéressé? Parce que c'est de la piraterie avec de l'aventure et de la fantaisie. Voilà. Moi, je vois piraterie, fantaisie. Bah, faut noter, hein. Faut noter. Le 16 mai va sortir Les Carnets de l'apothicaire en roman, le tome 3 de Yuga Natsu aux éditions Lumen. Je le note parce que mon fils de 15 ans m'avait fait acheter le tome 1. Je crois pas qu'on a acheté le tome 2. Je crois qu'il a pas encore lu le tome 1. Mais en tout cas, il m'avait fait acheter ce tome 1. Et donc, je note la sortie du tome 3 pour qu'il sache qu'on a avancé dans la saga, qu'il faudrait qu'il s'y lance. Donc, on est avec une apothicaire, enquête, historique, intrigue de cour, concubine et light novel. Alors, je crois que c'est un rapport parce que du coup, il y a le manga. Expliquez-moi light novel. Voilà. Hein, parce que moi, je dis que c'est un petit peu anglais. Mais je sais qu'il y a un manga dessus. Donc, est-ce que c'est par rapport, voilà, au fait que... qu'il y a le manga et que le livre est tiré du manga? C'est peut-être ça. Dites-moi, hein, dites-moi. Le 17 mai sort Écarlate, le tome 2, Écarlate dans la nuit, de Elisabeth Kochava aux éditions Inception. Alors là, voilà. On n'est pas sûr de la date, hein, parce que les livres qui devaient sortir au mois d'avril ont été repoussés au mois de mai. Donc celui-là qui sort au mois de mai, normalement, je me dis peut-être qu'il va être repoussé, mais bon, sait-on jamais. Donc j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Donc je note le tome 2. Donc là on est avec des créatures fantastiques, de l'enfantaisie, de la guerre et c'est un young adulte. J'avais vu des retours un peu mitigés. Donc on va voir. On va voir s'il y en a qui se le procurent, l'avis qu'ils m'en donnent. Mais vu que j'ai le tome 1, voilà, ce serait bien que je lise le tome 1 pour que je voie si je me procure le 2. Ça serait pas mal pour une fois de changer un petit peu mes principes. Hein. Le 23 mai va sortir Vampiria America, le tome 2, Le tombeau des étoiles de Victor Dixon. On est aux éditions Robert Laffont. J'avoue que c'est la toute couverture, je sais pas, j'ai du mal. On dirait que c'est la photo de l'auteur qu'ils ont mis là. Dites-moi, moi ça me fait penser à la tête de l'auteur. Peut-être que c'est passé quelque part à un endroit, enfin bon. On est avec du vampire, l'Uchronie, young adulte et en fantasy. Moi j'en ai dit du fantastique, mais bon, passons. Donc là, j'ai lu le tome 1 de la première trilogie. Voilà, on est avec le roi soleil qui est toujours en vie à l'heure actuelle et la population doit lui verser un peu de sang parce que c'est un vampire. Voilà, et puis il y a toute sa cour qui sont des vampires. Donc j'avais plutôt bien aimé ce tome 1, mais voilà, je me suis arrêtée au tome 1, donc il faudrait que je finisse au moins la première trilogie pour attaquer cette deuxième trilogie, ça serait pas mal. Le 29 mai va sortir La passeuse de mots, le tome 4, Les larmes du sol, de Aldrich et Jennifer Twice aux éditions Hachette. Alors là, je ne sais pas, parce que j'ai vu passer, je sais plus sur quel compte, que finalement le tome 4 était le dernier tome de la saga, mais de base il devait y en avoir 6. Voilà, donc je ne sais plus moi, je ne sais plus à qui m'y fier, à quoi savoir. Donc si vous êtes au courant, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu aussi passer l'information quelque part. Au final, il y aura combien de tomes dans cette saga? Voilà, dites-moi. Parce que c'est vrai que moi j'ai vu passer, c'était pas sur le compte des auteurs. Donc voilà, je suis pas sûre à 100%. Mais quelqu'un disait que ce quatrième tome finalement serait le dernier. Voilà, donc on sait pas. Donc là on est sur de l'aventure, de l'amitié, de la fantaisie, de la magie et pouvoir des mots. Le 29 mai va sortir Equinox, le tome 3, Cheval de feu, de Aurélie Wallenstein et Aurora Gates, aux éditions Draco. J'avoue que sur le coup, quand j'ai vu deux sorties avec Aurélie Wallenstein, je me suis dit mince, l'autre autant c'est l'intégrale des Equinox, mais non, ça n'a rien à voir. C'est encore sur les chevaux, mais c'est deux sagas différentes. Je me suis notée, voilà, parce qu'il y a des chevaux, vous auriez compris. Hein. Et si je me trompe pas, c'est en 3 tomes, donc si je me trompe pas, hein. Si je me trompe pas, c'est le dernier tome, mais on sait jamais avec moi, hein. Une boulette est vite faite. On va passer maintenant, on a fini avec les suites de saga et on va passer avec les débuts de saga. Donc c'est pas une bonne idée de commencer des sagas, mais bon, hein, faut toujours s'en marquer quelques-unes. Donc là, le 2 mai va sortir Au lit à l'école d'Equidragon, le tome 1, une rentrée mouvementée de Catherine Calangula, Hugo Barrault aux éditions Rajo. Donc j'avoue, celui-là, je l'ai noté pour les enfants, hein, parce qu'on est Equidragon, avec de l'équitation et dragon. Donc ça peut faire pour la fille et poursuite 10 ans. Voilà, on combine 2 enfants. Donc on est dans une école avec des dragons. Oli fait sa rentrée à l'école d'Equidragon. Dans cette académie d'élite, elle doit rencontrer le dragon auquel elle sera liée toute sa vie.
Ensuite, elle apprendra à le chevaucher. Mais quand Sacha, un autre élève, s'enfuit afin de trouver un remède pour une créature blessée, Holly le suit, malgré les dangers et même si elle sait qu'elle risque de se faire renvoyer. Une petite aventure, ça peut être pas mal. Le 2 mai va sortir Divine Rivalité, le tome 1 de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. J'ai craqué sur le hardback. Voilà. J'ai vu Duologie, je me suis dit je m'engage pas sur une grosse saga. Enemies to Lovers. Bon ben voilà quoi. Il m'en faut pas plus. Je suis pas très romance, mais on m'a dit voilà que cette jeune femme en fait pensait écrire à son frère et en fait c'est son ennemi qui reçoit les lettres. Alors moi c'est ce que j'ai entendu dire, donc j'espère que c'est ça. Aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste Iris tente de maintenir sa vie à flot. Elle trouve réconfort dans les lettres écrites à son frère, porté disparu, qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaît mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond, sans savoir que leur auteur n'est autre que son plus grand rival. Ah ben voilà. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondante. Voilà, donc c'est ça en fait. Voilà, c'est la rivalité. C'est pas vraiment pire ennemi, mais bon, ils sont rivales. Donc bon, voilà, moi ça me donne envie. Je sens qu'il va... Ça peut être émouvant, touchant, à voir comment c'est écrit. Alors on passe au 30 mai, le dernier combat, le tome 1 de Sarah El Harifi aux éditions de Saxus. Je n'ai pas craqué. Et pourquoi j'ai pas craqué? Parce que je n'aime pas cette couverture. Voilà, j'avoue que... Non. J'adhère pas à la couverture. Je la trouve moche, mais moi dès qu'il y a trop de blanc, j'ai du mal. Voilà, moi il me faut de la couleur, voilà, du dessin ou de la couleur ou plein de choses, mais j'aime pas trop. Donc du coup, j'ai pas craqué sur le hardback. Je me dis, comme maintenant ils ont fait les livres poche, je me dis peut-être qu'il va sortir en poche et peut-être que ça serait intéressant d'attendre et de l'acheter en poche. Voilà, au pire, en brochet, déjà j'économiserai 5-6 €. Voilà, enfin bon, j'ai résisté, j'ai réussi, on est bien. 3 femmes, 3 couleurs de sang. Un empire brûlé. Rouge est le sang de la magie, de l'élite et des dirigeants. Ce sont les braises. Dès son plus jeune âge, Scylla est promise à un grand destin. Elle sera celle qui déclenchera la révolution et libérera l'empire de la tyrannie des braises. Bleu est le sang des pauvres, le travailleur et de la résistance. Ce sont les cendres. Anor est une cendre qui grandit cachée au milieu des braises. Transparent est le sang des esclaves, les opprimés et des invisibles. Ce sont les hanteurs. Lorsque le gouvernement organise une série d'épreuves afin de trouver ses nouveaux dirigeants, Scylla et Anor décident d'y participer. Elles sont aidées par Assa, une hanteuse qui pourrait être le maillon manquant permettant de révéler les plus sombres secrets de l'Empire. Voilà, l'alliance des 3 jeunes femmes attisera les braisiers d'une révolution nouvelle, une révolution qui fera couler beaucoup de sang. J'avoue que le résumé me donne très très envie et voilà, à un moment donné je pense que je vais me le procurer, mais pas en hardback. Et enfin, un dernier pour la route sur lequel là j'ai craqué. Voilà, le 30 mai sort Le Roi Berger le tome 1, Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillet aux éditions Sabran. Là pareil, je crois que c'est une duologie aussi, c'est pour ça que j'ai craqué aussi. Mais bon là, la couverture, voilà. Là par contre, je pouvais pas dire que la couverture n'était pas jolie. C'était compliqué. La magie sans le sel. La sens-tu dans la brume, dans les cartes, dans ta propre demeure? Dans le royaume de Bourde, la brume dévore tout. Ceux qui la respirent contractent la fièvre. Mortels pour la plupart, ceux qui en réchappent développent des dons interdits pour lesquels ils sont pourchassés et exécutés par l'ordre des destriers. Survivante de la fièvre, Elspeth du fusain fait tout pour dissimuler son pouvoir à son entourage. Mais l'ancienne créature au caractère versatile qui rôde dans son esprit rend cette tâche impossible. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Ravis Dif, neveu du roi. Voilà, je ne vais pas en lire plus, mais voilà, moi ça tentait bien, cette histoire de brume, de fièvre, de gens qui meurent à cause de ça. Voilà, que vous dire. Donc voilà pour les sorties du mois de mai, il y en a encore beaucoup, c'est une catastrophe, je ne sais pas comment on fait pour résister à tout ça. Hein, on n'a pas le choix, on n'a pas un budget indéfini, et puis on n'a pas du temps assez large pour tout lire, mais c'est vrai que c'est vraiment très très dur de résister, parce qu'il y a de très très belles sorties, et encore je vous cite vraiment que les 32 derniers qui ont résisté à ma sélection acharnée, parce que vraiment au départ, voilà, il y en avait beaucoup plus qui m'intéressaient, mais bon, il a fallu réduire un petit peu, et encore 32 c'est pas assez, parce que je lis pas 32 livres par mois. Mais avec les retours des gens, peut-être qu'il y en a qui me donneront plus du tout envie, et ça réduira un petit peu ma wishlist. Heureusement, je mets pas tout dans ma wishlist, mais
ça s'allonge quand même à force. Hein. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire la sortie qui vous tente le plus au mois de mai. Si jamais je l'ai oublié, d'ailleurs, si je ne l'ai pas cité. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.